Mehdi pour Dr. Berrich. Allez-y, Dr. Mehdi. Merci, je remercie les laboratoires Opalia Recordati pour les efforts fournis pour assurer ce masterclass de micronutrition. Aujourd'hui, on va parler de le diabète et obésité et micronutrition avec Dr. Berrich, que voilà, j'ai l'honneur de présenter comme maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en nutrition et maladies nutritionnelles à l'Institut Zouhair Kallel de nutrition de Tunis, coordinatrice de certificat d'études complémentaires micronutrition et santé à la faculté de médecine de Tunis, coordinatrice de la section nutrition à la faculté de médecine de Tunis 2020-2024, membre de comité pédagogique à la faculté de médecine de Tunis, vice-présidente de l'Association tunisienne des sciences de la nutrition et membre à l'unité de recherche, l'obésité, éthiopathogénie, physiopathologie et traitement. J'ai l'honneur de vous laisser le parole, Dr. Berish. Merci, Dr. Mezri. Alors, c'est notre troisième session de la masterclass micronutrition et santé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est intéressant, pertinent, c'est un sujet d'actualité. C'est la place de la micronutrition dans l'obésité et le diabète de type 2. Donc, je vais faire le partage. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, l'obésité et le diabète de type 2, ce sont deux maladies chroniques. Pardon. Alors, voilà. Est-ce que la présentation, elle est partagée? Oui, 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 Dr. Berish. Non, je ne vois pas la présentation. Nous c'est le voilà. de la slide d'introduction. Alors, je vais sortir et refaire D'accord. le partage. Mhm. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, on voit. On voit D'accord. sur l'écran, c'est clair. Alors, l'obésité et le diabète de type 2 ce sont deux maladies dont la pathogénèse elle est multifactorielle. Elle implique un mode de vie malsain, des mécanismes hormonaux, neuronaux, des facteurs génétiques et épigénétiques. Et récemment, on a impliqué aussi la modification du microbiote intestinal qui joue un rôle important dans la pathogénèse de l'obésité et du diabète de type 2. Alors, tous ces facteurs vont être à l'origine des difficultés dans la prise en charge de ces deux maladies, malgré les stratégies et les programmes élaborés. Alors, la micronutrition, qui est une nouvelle approche thérapeutique, elle pourrait jouer un rôle dans la prise en charge de ces maladies métaboliques. Donc, je vais essayer à travers un cas clinique d'analyser le rôle et la place de la micronutrition dans la physiopathologie et dans la prise en charge de l'obésité et du diabète de type 2. Alors là, il s'agit de Madame Fatma, âgée de 35 ans, G3AP2. Elle a des antécédents de diabète gestationnel lors de sa dernière grossesse. Ce diabète gestationnel n'était pas contrôlé. Elle consulte pour une prise en charge d'une obésité. Alors, depuis ses grossesses, elle a du mal à retrouver la ligne et se plaint de fringales et appétence incontrôlable vers les aliments sucrés en fin de journée, accompagnée de sensations d'irritabilité, une impulsivité, parfois une tendance dépressive. Elle a fait plusieurs régimes de son propre chef, des régimes restrictifs, des régimes d'exclusion, et l'évolution était toujours marquée par la reprise pondérale. Alors, à l'examen, il a un poids à 97 kilos pour une taille 1,58 m, soit un indice de masse corporelle à 38,85 kilos par mètre carré et un tour de taille à 114 cm. On a réalisé un bilan biologique qui a révélé une glycémie à jeun 1,40 g, une hémoglobine glyquée à 7,1%, une créatinémie à 78 micromoles par litre, natrémie et calémie 135, 4,2 millimoles par litre,
une calcémie 2,3 millimoles par litre, une magnésémie 0,75 millimoles par litre et un bilan thyroïdien qui est normal. Alors, quelles sont les anomalies donc que présente notre patiente au niveau de l'examen et au niveau de la biologie? Vous voyez bien que notre patiente présente une obésité. Cette obésité, elle est classée classe 1 puisque son indice de masse corporelle, il est à 38,8 kg par mètre carré. Il s'agit aussi d'une obésité abdominale. À la biologie, elle a une glycémie à jeun qui est pathologique. Elle est 1,4 g par litre avec une hémoglobine glyquée 7,1%. Donc, il s'agit d'un diabète et probablement un diabète de type 2, vu les antécédents personnels de diabète gestationnel, l'obésité. Donc, probablement, il s'agit donc, c'est un diabète de type 2 le plus probable. Nous avons également réalisé une enquête alimentaire qui a révélé un apport calorique à 1800 kilocalories par jour. Et voici la répartition des principaux macronutriments. Les protéines représentent 10% de l'apport énergétique total, les lipides 38%, les acides gras saturés 17%, monoinsaturés à 15%, les polyinsaturés à 6%. L'apport glucidique représente 52% de l'apport énergétique total avec apport en saccharose, en sucre simple aux alentours de 15% de l'apport énergétique total et l'apport en fructose est de 67 grammes par jour. L'enquête alimentaire a révélé également les apports en micronutriments. Voici donc les différents micronutriments, le calcium, le fer, la vitamine A, la vitamine B9, le sodium, le potassium, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, le magnésium, le zinc, le sélénium et les fibres. Alors, pour interpréter cette enquête alimentaire, je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de son apport calorique? Qu'est-ce que vous pensez de la répartition de ces principaux macronutriments? Qu'est-ce que vous pensez aussi des apports en micronutriments? Est-ce qu'ils sont adéquats? Il y a un apport excessif ou une insuffisance d'apport? Sans plus tarder, je vais donner la réponse. Vous voyez que l'apport calorique, il est à 1800 kilocalories. Donc, généralement, c'est un apport qui est normocalorique chez cette dame. Mais la répartition des macronutriments, elle est déséquilibrée. Pour les glucides, 52%, donc c'est un apport dans les normes, mais cette patiente présente un apport excessif en sucre simple qui dépasse les 10%, puisqu'elle a un apport en saccharose aux alentours de 15% et un excès d'apport en fructose. Le fructose, généralement, ne doit pas dépasser 50 grammes par jour. Quant aux lipides, il y a un excès d'apport qui dépasse les 30-35% de l'apport énergétique total, avec un excès d'apport en acides gras saturés et une insuffisance d'apport en acides gras polyinsaturés. Qui dit polyinsaturé dit l'oméga 3 et l'oméga 6. Quant à l'apport protidique, il est insuffisant chez notre patiente. Passons maintenant aux apports en micronutriments. Nous voyons bien qu'il y a une insuffisance d'apport en calcium, en fer, en vitamine A, en vitamine B9, un excès d'apport en sodium, une insuffisance d'apport en vitamine C. La vitamine E est dans les normes, mais on note une insuffisance d'apport en magnésium et en fibres alimentaires. Donc, il faut savoir que lors des consultations, il est fréquent que le patient ou la patiente se présente pour des difficultés de perte pondérale, soit une perte lente, soit une stagnation pondérale. Parfois, on retrouve une reprise pondérale malgré une alimentation saine, hypocalorique ou normocalorique avec une activité physique. Alors, dans le domaine de la micronutrition, on identifie plusieurs profils chez l'obèse. Le premier profil, c'est le profil déficit en micronutriments. Il faut savoir que le statut micronutritionnel des sujets obèses est loin d'être satisfaisant parce que l'obésité, elle est souvent associée à un état micronutritionnel déficitaire dû à une alimentation qui est déséquilibrée, pauvre en vitamines, en minéraux, en acides gras polyinsaturés et riche en graisses saturées et en sucres raffinés, et c'est le cas de notre patiente. Alors, les déficiences les plus marquées concernent les minéraux, principalement le fer, le chrome, le zinc, le sélénium, le magnésium, mais aussi les vitamines liposolubles, à savoir la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, mais aussi les vitamines hydrosolubles et particulièrement les vitamines du groupe B, telles que la vitamine B9 et B12. Alors, cette déficience en micronutriments va favoriser et aggraver l'inflammation chronique,
le stress oxydatif, la résistance à l'insuline qui sont préexistants chez l'obèse et le diabétique du type 2, voire même favoriser la résistance à l'amaigrissement. Je vous présente une étude narrative qui a évalué le statut en micronutriments chez une population d'obèses par rapport aux patients normopondéraux. Alors, l'évaluation donc du statut en micronutriments s'est fait par le dosage sérique des vitamines. Vous voyez bien là que le taux sérique de la vitamine A est significativement plus bas chez les patients obèses par rapport aux normopondéraux. La même chose pour la vitamine D. Aussi pour la vitamine E, la vitamine B12 et pour la vitamine B9, l'acide folique. Ainsi, il y a une insuffisance d'apport en vitamine C et en zinc chez les sujets obèses par rapport aux normopondéraux. Donc, vous voyez bien que le statut en micronutriments, il y a une insuffisance, une déficience en micronutriments chez cette population vulnérable de sujets obèses. Alors, la première question qu'on peut poser, quels sont les rôles des micronutriments dans l'obésité et dans le diabète de type 2? Alors, au-delà de leur pouvoir antioxydant, les micronutriments sont des acteurs clés dans l'oxydation des substrats énergétiques et la production d'énergie cellulaire. Il faut savoir qu'au niveau cellulaire, ces micronutriments jouent principalement un rôle important. Ils jouent un rôle de coenzyme et de cofacteur enzymatique. Dans le premier cas, c'est l'apanage des vitamines du groupe B et pour les derniers, c'est pour les oligoéléments et les minéraux. Donc, que ce soit coenzyme ou cofacteur enzymatique, dans les deux cas, les micronutriments sont indispensables aux enzymes qui vont catalyser les réactions du métabolisme des substrats énergétiques. Ce schéma illustre bien donc le rôle des différents micronutriments dans l'oxydation des substrats énergétiques, à savoir les protéines, les glucides et les lipides, pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Vous voyez bien que toutes les vitamines et tous les minéraux, et ainsi que les oligo-aliments, sont impliqués au niveau de ce métabolisme énergétique. Il y a aussi quelques particularités de certains micronutriments qui peuvent intervenir dans l'inflammation chronique, le stress oxydatif et l'insulinorésistance qui sont des mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'obésité et le diabète de type 2. C'est le cas du magnésium. Vous savez tous que le magnésium est connu par son effet sédatif nerveux, un effet myorelaxant, mais aussi il joue un rôle important au niveau de la sensibilité à l'insuline. Là, ce que vous voyez, c'est une cellule sensible à l'insuline. Elle peut être soit au niveau de l'hépatocyte, soit au niveau du muscle, soit au niveau du foie. Le magnésium va activer l'enzyme la tyrosine kinase et l'autophosphorylation du récepteur à l'insuline pour favoriser la liaison insuline-récepteur et par conséquent augmenter la sensibilité à l'insuline. Dans le deuxième schéma, ce que vous voyez là, c'est la cellule bêta-pancréatique. Le magnésium intervient dès l'arrivée du glucose au niveau de la cellule bêta-pancréatique jusqu'à l'exocytose des vésicules de l'insuline. Donc le magnésium intervient pratiquement dans toutes les étapes de la sécrétion de l'insuline. Donc le magnésium, il a un effet, il améliore la sensibilité à l'insuline et aussi il améliore la sécrétion de l'insuline. Plusieurs études ont établi un lien entre déficit en magnésium et l'augmentation de la prévalence de diabète de type 2, le déséquilibre aussi du diabète, voire même le développement des complications dégénératives liées au diabète, telles que les complications macro- et microvasculaires. D'autre part, le déséquilibre du diabète va favoriser le déficit en magnésium par augmentation de son excrétion rénale par durée osmotique. Donc, il y a un cercle vicieux qui va se constituer. Déficit en magnésium, déséquilibre du diabète et risque de déficit en magnésium. Là, je vous présente une étude que nous avons réalisée chez une population de diabétiques de type 2. Donc, il s'agit de 100 patients diabétiques de type 2. On a évalué leur statut en magnésium par le dosage de la magnésémie et la magnésurie de 24 heures. Alors, comme résultat, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé un déficit en magnésium chez à peu près 12,9% de diabétiques, tout en sachant que la magnésémie ne reflète pas réellement le statut en magnésium. Donc, il s'agit probablement d'une fréquence qui est sous-estimée et la déficience, elle est beaucoup plus importante. Alors, comme relation, qu'est-ce que nous avons trouvé? Les patients déficitaires en magnésium
étaient plus déséquilibrés par rapport aux non déficitaires. Nous avons encore creusé et nous avons trouvé qu'il y avait un lien entre la néphropathie diabétique et le déficit en magnésium et aussi entre l'artériopathie, la présence d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et le déficit en magnésium. Donc vous voyez qu'il y a une relation entre le déficit en magnésium, le déséquilibre du diabète et l'apparition des complications dégénératives macro et microvasculaires liées au diabète. Alors ce constat justifie le dépistage d'un déficit en magnésium chez les diabétiques afin de corriger ce déficit et prévenir donc l'aggravation de déséquilibre et de l'apparition de ces complications. Il y a un autre minéral qui joue un rôle important, c'est le cas du zinc, qui est connu par son effet antioxydant puissant. Il s'oppose à l'excès des radicaux libres et aussi il a un effet anti-inflammatoire en inhibant l'expression des gènes impliqués dans la différenciation et la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires. Ce sont deux mécanismes impliqués dans l'obésité et dans le diabète de type 2. Le zinc joue aussi un rôle important au niveau du métabolisme glucidique. Comment? Là, ce que vous voyez, c'est la cellule bêta-pancréatique. Le zinc euh, va augmenter, va activer la sécrétion de l'insuline. Donc, il joue un rôle important au niveau de la sécrétion de l'insuline. Et aussi, il augmente la sensibilité à l'insuline en augmentant le nombre de récepteurs à l'insuline et l'affinité insuline-récepteur. Donc, le zinc joue un rôle important au niveau aussi de la sécrétion et de la sensibilité à l'insuline. Il joue également un rôle important dans le contrôle du poids et de l'adipogénèse en inhibant ici la différenciation des préadipocytes en adipocytes blancs et il va convertir les préadipocytes en adipocytes bruns, ce qui va favoriser la consommation d'énergie. Donc, le zinc module l'adipogénèse. Un autre oligoélément qui est très important, c'est le cas du sélénium. Il est connu aussi par son effet antioxydant et anti-inflammatoire, deux mécanismes impliqués dans la pathogénèse de l'obésité et du diabète de type 2. Le chrome aussi, il est connu par son effet sensibilisateur. Comment? Il va augmenter l'affinité du récepteur à l'insuline et augmente l'expression aussi des récepteurs à cette insuline. Donc, il joue un rôle important au niveau de la sensibilité à l'insuline, qui va améliorer par conséquence le métabolisme glucidique et lipidique. Qu'en est-il pour la vitamine D? La vitamine D, elle est connue pour son effet sur le métabolisme phosphocalcique, pour la minéralisation osseuse, mais aussi elle possède des propriétés, des effets pléiotropes. Plusieurs études ont établi un lien entre le déficit en vitamine D et l'augmentation de la prévalence de l'obésité et du diabète de type 2. En effet, la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, donc elle possède des récepteurs au niveau du tissu adipeux, il va inhiber la différenciation des préadipocytes en adipocytes matures. Donc, elle va moduler l'adipogénèse. Qu'en est-il pour la sensibilité à l'insuline? Puisque la vitamine D elle est connue par son effet anti-inflammatoire, elle va moduler l'inflammation chronique systémique. Cette inflammation chronique qui est la clé de la résistance à l'insuline. En cas de déficit en vitamine D, il va y avoir une augmentation et majoration de l'inflammation chronique, ce qui va favoriser l'insulinorésistance et l'apparition du diabète de type 2. La vitamine aussi, elle est impliquée. C'est une vitamine qui est liposoluble. Elle peut être séquestrée au niveau du tissu adipeux, soit sous forme d'ester de rétinol ou bien sous forme d'un métabolite actif nommé rétinaldéhyde. Ce rétinaldéhyde va inhiber l'expression des gènes qui codent pour la différenciation adipocytaire. Donc, la vitamine A joue un rôle important. Elle peut moduler l'adipogénèse et la prolifération des préadipocytes en adipocytes matures. Donc, en cas de carence en vitamine A, on peut avoir une augmentation de l'adipogénèse. Alors, passons maintenant à d'autres nutriments qui ne sont pas réellement des micronutriments, mais qui jouent un rôle important dans le domaine de la micronutrition. Il s'agit des acides gras polyinsaturés. Qui dit polyinsaturé dit oméga 3 et oméga 6. Alors, que se passe-t-il ici? C'est la cellule hépatique. Au niveau de la cellule hépatique, les oméga 3 vont inhiber la lipogénèse en inhibant la synthèse des acides gras et des
Au niveau du tissu adipeux, il s'agit là des oméga 6 qui vont favoriser la différenciation adipocytaire. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Oui, oui, c'est bon, docteur Berish, on vous a. D'accord, très bien. Je continue. La deuxième question qui est très importante, on a vu le rôle des différents micronutriments dans l'obésité et le diabète de type 2. La deuxième question maintenant, quelles sont les origines des déficits en micronutriments dans l'obésité et le diabète de type 2? Revenons à notre patient. Notre patient présente une insuffisance d'apport en différents micronutriments. Donc, la première cause, c'est l'insuffisance d'apport. On parle d'une densité nutritionnelle qui est basse. On peut voir une alimentation hypercalorique, mais elle est pauvre en micronutriments. Le deuxième mécanisme impliqué, c'est l'altération du microbiote intestinal qui est démontré chez le patient obèse et le diabétique de type 2. En effet, en cas de dysbiose, il va y avoir une hyperperméabilité intestinale. Cette hyperperméabilité intestinale va empêcher l'absorption et l'assimilation des micronutriments et favoriser le passage des virus, des bactéries et des substances toxiques. Donc, c'est le deuxième mécanisme donc de le déficit en micronutriments, c'est la dysbiose qui est observée chez les sujets obèses. Le troisième mécanisme, c'est la baisse de la biodisponibilité de certains micronutriments. C'est le cas des vitamines liposolubles. En effet, l'excès du tissu adipeux va empêcher donc le métabolisme, la distribution, l'excrétion des vitamines liposolubles qui sont séquestrées au niveau du tissu adipeux. C'est le cas de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine D. Pour le fer, c'est l'inflammation chronique bas grade qui va diminuer la biodisponibilité du fer. Comment? En effet, l'inflammation bas grade va stimuler la sécrétion d'une protéine appelée hepcidine qui va diminuer l'absorption et le relargage du fer. Schématiquement, ce que vous voyez là, c'est la cellule intestinale, là, c'est le foie et ici, c'est les macrophages. Alors, l'hepcidine, elle va être sécrétée au niveau du foie, elle va se lier à la ferroportine pour la détruire et empêcher l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Au niveau du foie et au niveau des macrophages, il va y avoir une inhibition de la libération et du relargage du fer. C'est pour cette raison qu'on peut voir un déficit en fer chez les sujets obèses. Donc, avec un apport insuffisant, une diminution de l'absorption, baisse de la biodisponibilité, les besoins en micronutriments augmentent chez le sujet obèse. Pourquoi? Pour faire face à l'inflammation chronique bas grade, qui est l'une des caractéristiques des pathologies métaboliques. C'est le cas de l'obésité et du diabète de type 2. L'inflammation chronique bas grade, c'est le point de départ du stress oxydant, de l'insulinorésistance. Toutes ces anomalies vont augmenter les besoins en micronutriments tels que les vitamines et les minéraux. Donc, récapitulant, chez le sujet obèse, il va y avoir un déficit en micronutriments parce qu'il y a une insuffisance d'apport, une absorption qui est altérée vu la dysbiose associée à l'obésité, une baisse de la biodisponibilité, mais aussi l'augmentation des besoins pour faire face à ces altérations métaboliques qui accompagnent l'obésité. Alors, devant ce déficit en micronutriments, l'organisme du patient obèse va fonctionner en mode économie, les dépenses énergétiques vont diminuer et le stockage des graisses va augmenter. Mais parfois, adopter une hygiène de vie vertueuse qui associe une alimentation saine, riche en micronutriments et une activité physique ne suffit pas à éliminer l'excès de graisse. Alors, à qui la faute? Alors, récemment, l'étude de la composition de la flore intestinale chez les sujets obèses a permis de constater des modifications de la composition du microbiote intestinal. Il va y avoir un déséquilibre des anomalies quantitatives et qualitatives du microbiote intestinal chez le sujet obèse. Alors, cette dysbiose, on sait très bien qu'elle est impliquée dans plusieurs pathologies, en l'occurrence les maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète de type 2. Alors, notre microbiote intestinal contient plusieurs types de bactéries. Les plus prédominants, ce sont les firmicutes et les bactéroïdètes. Chez le sujet qui a un poids normal, ce rapport généralement oscille entre 10
sur 1. C'est-à-dire, on a un rapport firmicute sur bactéroïdète de 10 sur 1. Chez l'obèse, ce rapport va augmenter. Il va y avoir une prédominance des firmicutes par rapport aux bactéroïdètes et on a un rapport aux alentours de 100 sur 1. Alors, ce déséquilibre du microbiote, cette dysbiose chez l'obèse, va avoir un impact au niveau de la dépense énergétique, au niveau de l'inflammation chronique et aussi au niveau de la prise alimentaire. Comment? Il faut savoir que le microbiote du sujet obèse euh, va extraire plus d'énergie de l'alimentation par rapport à un sujet de poids normal. Pourquoi? Ceci est dû à un type bactérien particulier, c'est la prédominance des firmicutes qui ont une capacité accrue à fermenter les glucides pour les transformer sous forme d'acides gras à courte chaîne, tels que l'acide acétique, propionique et butyrique. Alors, ces acides gras à courte chaîne vont servir de substrat lipogénique pour la lipogénèse au niveau du foie, ce qui va favoriser la stéatose hépatique, l'inflammation et l'insulino-résistance. Un autre mécanisme impliqué, en cas de dysbiose intestinale chez le sujet obèse, il y a un facteur intestinal appelé FIAF, le Fasting Induced Adipose Factor. Ce facteur FIAF va être diminué. Donc, s'il va être diminué, il va activer l'enzyme, la lipoprotéine lipase. L'activation de cette enzyme va permettre de catalyser la libération des acides gras à partir des triglycérides alimentaires. Ces acides gras vont être captés par le tissu adipeux et aussi par le muscle et favoriser l'insulino-résistance, l'inflammation. Donc, ce sont des mécanismes impliqués dans la physiopathologie de l'obésité et du diabète de type 2. En outre, une alimentation qui est riche en matières grasses, c'est le cas de notre patiente, va modifier la flore intestinale. Donc, il va y avoir une inflammation chronique locale, une prolifération des bactéries gram négatives telles que les entérobactéries. Ces entérobactéries, source des lipopolysaccharides, vous voyez là, c'est la barrière intestinale. Ces lipopolysaccharides vont stimuler l'immunité innée de l'intestin, ce qui va favoriser la perméabilité, une hyperperméabilité intestinale. Et au-delà, ça va favoriser le recrutement des cellules inflammatoires telles que les macrophages au niveau des tissus insulinosensibles. C'est le cas du foie, du tissu adipeux et du muscle. Ces macrophages vont migrer vers ces tissus insulinosensibles et induire l'inflammation par libération des cytokines pro-inflammatoires. Et l'inflammation, c'est l'élément clé de l'insulino-résistance. Le microbiote intestinal peut intervenir également au niveau de la prise alimentaire. Un petit rappel, donc la régulation de l'appétit, elle est sous l'effet de plusieurs hormones. Il y a plusieurs hormones, telles que la gréline, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'estomac, c'est une hormone orexigène. Quant aux autres hormones, l'insuline, les hormones gastro-intestinales telles que le neuropeptide Y, le GLP-1, donc sécrétées au niveau de l'intestin, la leptine synthétisée au niveau du tissu adipeux, ces trois hormones ont un effet anorexigène. Le microbiote intestinal peut intervenir ici au niveau de la prise alimentaire, donc en stimulant les hormones anorexigènes et en inhibant l'hormone orexigène qui est la gréline. En cas de dysbiose, cet effet va s'inverser et on va avoir une augmentation de l'appétit, de la prise alimentaire chez le sujet obèse qui présente cette dysbiose. Donc finalement, le microbiote intestinal joue un rôle important dans le développement de l'obésité et du diabète de type 2. Ce microbiote chez l'obèse, il est moins riche, moins diversifié, avec prédominance d'un type bactérien particulier tel que les firmicutes. On aura une hyperperméabilité intestinale, libération accrue de lipopolysaccharides qui vont favoriser l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique, c'est le point de départ de l'insulino-résistance avec les anomalies métaboliques, à savoir les anomalies lipidiques et le déséquilibre du diabète, une hyperglycémie, voire donc un déséquilibre permanent du diabète. Rappelez-vous aussi que notre patiente présente des troubles tels que une irritabilité, une impulsivité, tendance dépressive. C'est probablement aussi en rapport avec cette dysbiose intestinale. Il y a aussi un troisième profil chez l'obèse, c'est le profil neuromédiateur. Il y a plusieurs neuromédiateurs, mais on s'intéresse ici à la sérotonine. Vous savez tous que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui gère
notre comportement, notre humeur, mais aussi il a un rôle important au niveau de l'appétit. En cas, le sérotonine, il a comme précurseur le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui doit être apporté par l'alimentation. En cas de déficit en sérotonine, il va y avoir des compulsions alimentaires, du grignotage, appétence incontrôlable vers les aliments sucrés, surtout en fin de l'après-midi, et c'est le cas de notre patiente, parfois des troubles de l'humeur et de l'irritabilité. Donc finalement, on identifie plusieurs profils chez le sujet obèse. Ces profils peuvent être à l'origine d'une résistance à l'amaigrissement. Le sujet obèse peut avoir un ou deux ou plusieurs de ces trois profils qui sont à l'origine de cette stagnation pondérale. Alors, comment faire devant ces profils? Donc, s'il s'agit d'un profil déficit en micronutriments, tout d'abord, il faut réaliser une enquête alimentaire pour dépister d'éventuelles insuffisances d'apport en micronutriments. À la limite, on peut doser la ferritinamide, la vitamine D, des vitamines telles que la vitamine B9 et B12 pour voir s'il y a un déficit. Sur le plan micronutritionnel comme approche, il faut enrichir l'alimentation en micronutriments. Les principales sources sont les fruits, les légumes frais, les légumineuses et les céréales complètes. Il faut veiller à un apport suffisant en fer chez les sujets obèses, puisque le déficit est très fréquent. Dont les principales sources sont le foie, les viandes rouges, le jaune d'œuf, les fruits secs. Garantir un apport suffisant en vitamine C pour augmenter l'assimilation du fer. Favoriser aussi une alimentation riche en oméga 3. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'oméga 3 diminue la lipogénèse et elle favorise l'oxydation des acides gras. Et proposer des cures de vitamines, minéraux antioxydantes et anti-inflammatoires, des vitamines du groupe B pour favoriser le métabolisme énergétique, la production d'énergie. Et en cas et pour restaurer la flore intestinale, on peut proposer une cure de probiotiques. Alors, s'il s'agit d'un profil digestif, c'est-à-dire si il y a un profil, une dysbiose associée à l'obésité, cette dysbiose, elle est favorisée par une alimentation industrielle, ultra transformée, trop grasse et trop sucrée, qui est dénuée de fibres et de micronutriments. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut moduler le microbiote intestinal via l'alimentation et l'ingestion des pré et des probiotiques, soit au niveau de l'alimentation, soit sous forme de compléments alimentaires. Alors, quel est l'intérêt potentiel des prébiotiques dans le traitement de l'obésité et des pathologies associées, les pathologies métaboliques? C'est le cas de diabète de type 2. On peut trouver les prébiotiques dans les aliments tels que les aliacées, l'ail, l'oignon, le poireau, les artichauts, les peaux de fruits, les agrumes. On peut voir aussi les prébiotiques sont présents dans les céréales et légumineuses, les bananes, le chicorée aussi, les poissons gras. Il y a d'autres aussi dans les fruits colorés, les épices qui sont riches en prébiotiques, mais on peut proposer aussi des compléments à base de prébiotiques. Alors, quel est l'intérêt de ces prébiotiques? Les prébiotiques peuvent modifier et restaurer la flore intestinale du sujet obèse en favorisant la prolifération de bonnes bactéries telles que les bifidobactéries. Ces bifidobactéries vont diminuer la libération de ces lipopolysaccharides qui sont à l'origine de l'inflammation chronique grave. Et aussi, les prébiotiques vont favoriser la sécrétion des hormones intestinales telles que le GLP-1 et le neuropeptide YY. Ces hormones gastro-intestinales vont agir sur le métabolisme glucidique et aussi, on a vu qu'ils ont un rôle dans la prise alimentaire, donc ils vont inhiber la prise alimentaire. Donc vous voyez que ces prébiotiques jouent indirectement un rôle important en inhibant l'inflammation chronique et en améliorant la sensibilité à l'insuline. Il y a aussi un intérêt potentiel des probiotiques dans le traitement de l'obésité et des pathologies métaboliques associées, telles que le diabète de type 2. Je rappelle, les probiotiques sont définis, ce sont des micro-organismes vivants. Lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels décrits. Alors, où peut-on trouver les probiotiques dans les aliments? On peut les trouver dans les aliments fermentés, tels que le lait fermenté, les fromages au lait cru et aussi les légumes lacto-fermentés donc on peut dans les olives, les capres, les cornichons qui sont riches en probiotiques, mais aussi on peut proposer des probiotiques sous forme de compléments alimentaires. Il faut encourager aussi la consommation des polyphénols. On sait très bien les polyphénols, au-delà de leur effet antioxydant et anti-inflammatoire, ces polyphénols peuvent améliorer,
favoriser un microbiote sain en augmentant les bifidobactéries et en favorisant un rapport firmicute-bactéroïdète. Donc, ces polyphénols peuvent diminuer les firmicutes. Où peut-on trouver ces polyphénols? Surtout dans les fruits et raisins, les fruits rouges, mais aussi dans les artichauts, les brocolis, les crucifères, les fruits colorés, les fruits jaunes, les fruits oranges, sont riches en polyphénols. Il faut aussi consommer des glucides de qualité. On doit remplacer les féculents raffinés par des féculents, donc des céréales complètes, des pâtes semi-complètes ou complètes, telles que le riz basmati, pain complet. Favoriser la consommation de légumineuses au moins 2 fois par semaine, dans les principales sources, les légumes, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges. Réduire la consommation de viande rouge parce que la viande rouge, elle est riche en acides gras saturés. Et vous savez très bien que les acides gras saturés sont des substances pro-inflammatoires. Donc, pour inhiber cette inflammation chronique, remplacer les viandes rouges par les protéines animales maigres, telles que les volailles, les œufs, les poissons, et les protéines végétales, telles que les légumineuses, qui doivent être privilégiées, donc, au détriment de la viande rouge. Il faut aussi ajouter plus de bons gras. Qui dit bons gras dit les oméga 3. Dans les principales sources, la noix, l'huile de colza, soja, le lin, les poissons gras, comme le thon, le maquereau, le hareng, et diminuer la consommation des huiles végétales, parce que notre consommation des huiles végétales qui sont riches en oméga 6 est très importante. Il faut veiller à une balance équilibrée oméga 6 sur oméga 3. Parce que vous voyez là que les oméga 6 favorisent la lipogénèse et les oméga 3 inhibent cette lipogénèse. S'il s'agit d'un profil neuromédiateur, c'est le cas de notre patiente qui présente des fringales, des compulsions sucrées en fin d'après-midi. Donc, sûrement, elle a un déficit en sérotonine. Ce qu'il faut faire, donc, il faut booster la synthèse de la sérotonine tout en favorisant la consommation d'aliments riches en tryptophane et respecter la chronobiologie. Quels sont les aliments qui sont riches en tryptophane? Ce sont les viandes maigres, les noix de cajou, tournesol, les protéines de soja, les œufs, les poissons, le riz complet, les produits laitiers, les légumineuses et les bananes. Donc le matin, on doit introduire des protéines au petit déjeuner pour éviter les coups de fatigue et l'après-midi, veiller à une collation donc riche en tryptophane pour relancer la synthèse de la sérotonine pour favoriser la synthèse de ce neurotransmetteur et éviter les compulsions et le grignotage. Donc, pour conclure, la prise en charge de l'obésité et du diabète de type 2 devrait combiner une approche micronutritionnelle avec une alimentation saine, une activité physique, pour briser ce cercle vicieux de carence en micronutriments. L'inflammation chronique et l'insulino-résistance, ce sont les mécanismes physiopathologiques de ces deux pathologies, l'obésité et le diabète de type 2. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de recommandations nutritionnelles spécifiques et adaptées pour couvrir ces besoins en micronutriments et pour recommander la supplémentation probiotique dans ce groupe de patients en situation d'obésité et de diabète du type 2. Et je vous remercie. Merci, docteur Berlich, pour cette excellente présentation. Je demande les présences, il y a des questions. Vous pouvez écrire dans l'icône questions et réponses. Il y a une question de la part de docteur Inès Gerbouch, docteur Berlich. Oui. Elle veut dire est-ce que c'est systématique de donner le magnésium et le zinc chez les obèses et les diabétiques? Alors, généralement, le déficit en magnésium, il est très fréquent chez les sujets obèses. Alors, donner systématiquement, non. Il faut dépister tout d'abord une insuffisance d'apport. On doit réaliser une enquête alimentaire. Donc, pour dépister une insuffisance d'apport en magnésium. On peut aussi identifier des troubles fonctionnels en rapport avec une hypomagnésémie. S'il y a des troubles fonctionnels qui accompagnent, c'est à ce moment qu'il faut supplémenter par du magnésium. Mais il y a eu la supplémentation en magnésium. Généralement, je ne dis pas qu'elle doit être systématique, mais elle est très fréquente chez les sujets obèses. Il y a eu des études qui ont démontré que même dans un état de prédiabète, on peut ralentir la progression du diabète par la Mhm. supplémentation en magnésium.
D'accord, ok, merci. Est-ce que on a parlé du diabète de type 2? Docteur Benamor, elle demande si c'est le même cas pour le diabète du type 1. Alors, c'est pas le même mécanisme physiopathologique. Là, j'ai bien expliqué qu'il y a une inflammation chronique bas grade qui nécessite une insulinorésistance, qu'il y a un stress oxydatif qui augmente les besoins en vitamines et minéraux à activité antioxydante et anti-inflammatoire. Donc, c'est pas le cas du diabétique de type 1. D'accord. Euh, Docteur Ben Fdilen, elle demande comment connaître le déficit en chrome et est-ce que la supplémentation en chrome est obligatoire en cas de diabète et d'obésité? Rien n'est obligatoire. Alors, le déficit en chrome, il n'est pas très fréquent chez le sujet diabétique, mais on a vu que le chrome peut améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est une alternative pour améliorer la sensibilité à l'insuline chez le diabétique de type 2. Pour le magnésium, quel type de magnésium est conseillé et à privilégier chez les diabétiques et les obèses? Alors, il faut recommander un magnésium qui a une bonne disponibilité et une bonne teneur élémentaire. D'accord. Est-ce que l'huile d'olive, il apporte de l'oméga 6 ou de l'oméga 3? Et est-ce que le miel comporte des probiotiques ou non? Alors, l'huile d'olive, généralement, on trouve généralement de l'oméga 9, donc qui prédomine au niveau de l'huile d'olive, mais on trouve de petites quantités de l'oméga 3 et de l'oméga 6. Toutes les huiles sont riches en oméga 9, oméga 3, oméga 6, mais de proportions très variables. Les huiles les plus riches en oméga 3, c'est l'huile de colza, l'huile de soja. D'accord. Bon, il parle ici de la femme ménopausée. Quelle est la particularité chez la femme ménopausée? C'est le même mécanisme. S'il s'agit d'une femme ménopausée, obèse ou diabétique, c'est la même chose. Il n'y a pas D'accord. de Comme nutritionniste, Dr. Thebet, elle demande quel bilan vous demandez chez l'obèse à la première consultation. bilan biologique. Elle veut dire un bilan biologique. Oui, oui, normalement. Généralement, il faut demander un bilan standard. Il y a des questionnaires pour identifier les déficiences en micronutriments. Mhm. Si on peut réaliser un dosage, oui, on peut faire le dosage de la vitamine D parce que la carence en vitamine D, elle est très, très fréquente chez les sujets obèses. Nous avons réalisé une étude chez une population d'obèses tunisiens. On a trouvé que pratiquement 99% des obèses ont un déficit en vitamine D. Donc, ce que je recommande, c'est le dosage de la vitamine D si c'est possible. Mais pour les autres, il suffit de faire des questionnaires pour dépister d'éventuels déficits en micronutriments. Pourquoi? Parce que le dosage des différents micronutriments n'est pas de pratique courante et ça coûte trop cher et il rentre dans le dans le domaine de la recherche. Donc, c'est pas faisable. D'accord. Docteur Berish, il y a beaucoup de questions. Les Oui, questions je se suis. répètent. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est systématique? On a dit que rien n'est systématique. Rien n'est systématique. OK. Est-ce que les traitements du diabète, est-ce qu'il n'y a pas une interaction médicamenteuse avec les traitements du diabète de type 2, quel que soit le type de l'ADO, Interaction avec avec les compléments alimentaires? Bien sûr, on peut trouver des interactions, il faut espacer les prises. Mhm. Chaque type de complément alimentaire doit être pris à une heure qui est espacée de la prise médicamenteuse à une heure aussi fixe. Il y a des compléments qui doivent être privilégiés le matin, des compléments au cours du déjeuner et des compléments le soir, selon le type de chaque complément alimentaire. D'accord. Une question de la part de Dr. M. Namili. Elle dit qu'il existe des compléments alimentaires spécifiques aux diabétiques comportant une multitude de vitamines et de minéraux. Comment peut-on les conseiller? Quelle période recommandez-vous? Alors, la supplémentation multivitaminique chez l'obèse n'est pas, ou bien chez le diabétique, Oui, est-ce ça veut que dire, chez l'obèse, elle veut dire il y a des aliments, il y a des compléments alimentaires où on trouve beaucoup d'autres, ça veut dire associations spécialement pour le une diabétique. Par combine, exemple, il associe la vitamine B, voilà, oui. Un pour les complément muscles, pour la multivitaminé. neuropathie diabétique, voilà. Oui. Oui. Alors, pour le diabétique, généralement, oui, il peut prendre des compléments à base de multivitamines. Si son alimentation n'arrive pas à couvrir ses besoins en vitamines et en minéraux. Et généralement, de préférence, il faut prendre ces compléments le matin.
D'accord. Pour les prébiotiques et les probiotiques, est-ce que vous conseillez une consommation par les aliments ou par supplémentation? Alors, par les aliments, oui, on peut, l'alimentation doit favoriser l'apport en pré et en probiotiques parce qu'il y a un intérêt énorme pour restaurer la flore intestinale. On a vu qu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale chez l'obèse et chez le diabétique de type 2. Oui, certainement, il faut favoriser l'alimentation riche en pré et probiotiques, mais pour restaurer cette hyperperméabilité intestinale, donc, généralement, on propose des cures de pré et de probiotiques chez l'obèse. Et ces D'accord. cures doivent être prolongées, donc qui peuvent aller jusqu'à entre 3 mois et 6 mois pour restaurer la flore intestinale. Ok. Il demande aussi le rapport entre manque de vitamine D et les chiffres tensionnels élevés. Oui, oui, il y a une relation entre déficit en vitamine D et hypertension artérielle. Il y a eu des études qui ont démontré un lien évident, oui. Ben, pour l'huile de colza, on préfère le consommer à froid ou à chaud? Généralement, il faut faire un mélange pour la cuisson. On peut faire la cuisson avec l'huile de colza. Ce que je recommande, c'est de mélanger l'huile de colza avec l'huile d'olive, avec une proportion qui est de 40% huile de colza et 60% l'huile d'olive. D'accord. Et frais, oui, on peut les consommer frais aussi. Ok. Pour les formes de compléments alimentaires qui comportent plusieurs oligo-éléments et vitamines dans une seule gélule, Oui. est-ce qu'elles sont aussi efficaces qu'un produit proposé seul? Alors, la prise en charge micronutritionnelle, j'insiste, elle doit être personnalisée. C'est-à-dire, il y a des situations où on doit supplémenter par un seul ou deux micronutriments s'il y a un déficit qui est identifié. Parfois, on trouve une déficience qui est importante en plusieurs vitamines, plusieurs minéraux. Dans ce cas, je recommande la supplémentation multivitaminée pour couvrir ce déficit. D'accord. Ici, Dr Thibet, elle demande, est-ce que vous proposez des ADO pour les obèses non diabétiques? Les indications des ADO aux obèses non diabétiques. Que pensez-vous? Il n'y a pas encore l'AMM pour les antidiabétiques oraux chez les obèses, hein. Oui, mais ils les utilisent quelquefois, sans un même. Euh, pour les syndromes des ovaires polykystiques, oui, on utilise la metformine. Oui, Chez la patiente obèse qui présente c'est le syndrome des ovaires polykystiques, mais il n'y a pas d'AMM pour indiquer la prescription des antidiabétiques oraux chez les obèses. ok. Donc, bon, ici, est-ce que pour les obèses, ou là, les diabétiques aussi, est-ce qu'on peut ajouter des antidépresseurs? Alors c'est le spécialiste qui doit indiquer ça. Alors pour les obèses, il y a des obèses bien sûr ils ont un profil psychologique particulier. Ils peuvent Mhm. être déprimés, ils peuvent être anxieux, il y a une mauvaise image de soi. C'est le rôle du psychiatre qui doit indiquer ou non les antidépresseurs. Mais en tant que micronutritionniste, s'il y a des troubles anxieux, dépressifs chez les obèses qui sont fréquents, on doit recommander une alimentation qui est riche en tryptophane, c'est l'acide aminé, le précurseur de la sérotonine, Mhm. pour, pour corriger ce déficit en sérotonine et corriger l'humeur. On peut proposer donc tout d'abord une prise en charge micronutritionnelle. Si c'est pas efficace, c'est le psychiatre qui va prendre par la suite la décision de la prescription des antidépresseurs. Docteur Mili, elle demande si la prescription des probiotiques par rapport au repas, Oui. comment, oui, Alors, comment, généralement, il faut prendre les probiotiques à distance des repas. Généralement, à jeun, minimum demi-heure avant les repas. d'accord. Vous conseillez les poissons bleus ou bien les blancs? Alors, les poissons tous sont bénéfiques, mais les poissons bleus sont les plus riches en oméga 3. Ok. Est-ce que les femmes ayant un syndrome d'ovaire polykystique ont aussi une dysbiose comme le cas de l'insulinorésistance?
Généralement, oui, on a décrit des états de dysbiose, de déséquilibre du microbiote chez ces femmes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on peut proposer des cures aussi de pré et de probiotiques. D'accord. Pour les diabétiques obèses, quand on arrive au poids, voilà, estimé, qu'on a mis comme objectif, comment faire la stabilisation du poids? J'ai pas bien compris la question. Ça veut dire comment stabiliser le poids quand on arrive à à un poids idéal chez le diabétique obèse? Alors, c'est tout simplement veiller à une alimentation équilibrée, riche en micronutriments. Il faut Mhm. restaurer la flore intestinale. Donc, le patient obèse doit avoir un microbiote qui est sain pour stabiliser la prise de poids. On a déjà parlé de la résistance à l'amaigrissement en cas de dysbiose. Donc, il faut un bon microbiote intestinal, une bonne flore intestinale. Il faut aussi donc corriger ce déficit en micronutriments et aussi booster la synthèse de la sérotonine pour éviter les troubles du comportement alimentaire tels que le grignotage et les compulsions alimentaires. Et quels aliments sont riches en sérotonine? Alors, les aliments les plus riches, c'est pas le sérotonine, hein. Le sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Les D'accord. aliments riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Alors, les aliments les plus riches sont les viandes blanches, les poissons, les œufs, le yaourt, les produits laitiers, les bananes, chocolat, les céréales complètes qui sont riches en tryptophane. Et surtout, il faut encourager la consommation du tryptophane en fin d'après-midi parce que la synthèse de la sérotonine se fait le soir. D'accord. Pour terminer avec la dernière question, donc juste le nom du médecin, ça fait rien. Il demande pourquoi les antidépresseurs sont à l'origine de la prise de poids alors que la sérotonine régule cette prise de poids. Les antidépresseurs, c'est à l'origine, c'est pas tous les antidépresseurs. Il y a des antidépresseurs c'est parce qu'il y a une action centrale qui va augmenter l'appétit du sujet obèse. Et pour la sérotonine, c'est sous forme alimentaire. On doit apporter la sérotonine pour éviter les troubles du comportement alimentaire et limiter la prise pondérale. C'est pas le même mécanisme, hein. Mhm. D'accord. Ok. Donc presque on a fait le tour sur J'ai toutes vu les une questions. question, pardon, une question, une dernière question. Combien de temps la restauration du microbiote intestinal peut prendre? Alors, ça dépend du sujet. Ça peut prendre entre 3, 4, 6 mois, voire un an. Donc, ça Oui. dépend du sujet et de la prédisposition du sujet. Et ça dépend de la cure des probiotiques aussi. D'accord. Donc c'est la dernière question. Voilà. Ok, merci Dr. Berish pour cette excellente présentation et Inch'Allah, on se verra à la prochaine Si. séance. Merci Marie, merci les laboratoires Merci. Valia et on clôture cette séance. Merci. Merci. Je voudrais juste dire deux, trois mots. Donc, je remercie déjà toutes les personnes qui ont assisté à cette session. Un grand merci à vous, Dr. Mezri, pour la modération de la session. Un grand merci à Dr. Ulfa Berish pour la qualité de cette session et pour ses éclaircissements. Et surtout pour la réponse aux questions, parce que on a eu quand même une trentaine de questions, donc c'était assez lent. Inch'Allah, la prochaine session sera animée par Dr. Shiraz Amrouche et ça portera sur la cardiologie et la micronutrition. Donc, pour recevoir le lien d'inscription, il suffit de nous suivre sur notre page Facebook, sur celle de la TSN et de l'STMGF ou LinkedIn. Et pour ceux qui ont raté les sessions précédentes, ben, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci encore Merci Marie. pour votre participation et à très bientôt, Inch'Allah. À très Inch'Allah. bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Mhm.